bonsoir les Itata et bienvenue de nouveau dans votre émission Faut causer. Ce soir, nous abordons un deuxième volet à l'émission consacrée aux violences sexuelles, avec un focus particulier sur le viol conjugal et sur l'inceste, car ces deux crimes de violence sexuelle sont commis par des proches. Et ce soir, comme la semaine dernière, nous avons les mêmes invités. Courageuses, mesdames, merci d'être là, nous vous remercions. Dans le premier volet, nous avons tenté d'aborder ce qui a été passé sous silence, et afin de briser le tabou, tous les tabous, nous continuons ce soir avec Fallon. Bonsoir Fallon. Bonsoir. Avec vous, Cathy, avec vous également, bonsoir. Maître Chantalou Nordé, bonsoir. Et avec Savannah, que vous avez eu l'occasion d'entendre tout à l'heure. Je vous les présente de nouveau. Malheureusement, si vous n'avez pas pu regarder notre émission, nous vous invitons d'ailleurs à le faire sur la chaîne YouTube de Zitata TV. La playlist de Faut causer, vous aurez le premier volet entièrement. Ce deuxième volet commence avec vous, Fallon. Je me tourne vers vous afin de vous présenter pour nos téléspectateurs. Alors, vous avez 29 ans et vous êtes maman donc de 2 enfants. Oui. Vous avez subi l'inceste à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à vos 16 ans. Exactement. Et vous avez dit que cette épreuve a fait de vous un témoignage vivant. Exactement. Allez-y. Ça fait de moi un témoignage vivant parce que maintenant, je suis une femme, on va dire pas accomplie, mais forgée, c'est-à-dire que je peux en parler, je peux faire de la prévention autour de moi. Et j'estime qu'il ne faut pas rester dans le silence. Il faut en parler pour être libéré. C'est ça, merci. Oui. On se tourne vers vous, Savannah. Savannah, vous avez 44 ans. Vous avez été libérée du d'un traumatisme sexuel. Vous êtes cofondatrice de Love Myself et vous êtes vraiment dans la transmission transgénérationnelle. Vous dites que votre guérison vous permet de faire un retour vers votre authenticité et votre féminité. Pourquoi donc? Vous l'aviez perdu? C'est exactement ça. Je pense que, sans avoir forcément vécu de trauma, on est dans une société où la femme prend beaucoup la place de l'homme. Et encore plus lorsqu'il y a eu un trauma, on essaye de se protéger, on essaye de faire des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on est parce qu'on a vécu quelque chose de traumatisant. Et avoir guéri de ces événements, de ces traumas, m'a permis d'être vraiment moi, sans être continuellement dans une hypervigilance. Très bien, merci. On reviendra vers vous pour écouter, entendre plus longuement votre témoignage. Maître Laurie Chantalou Nordé, bonsoir. Vous êtes avocate inscrite au barreau de Martinique depuis septembre 2006. Exact. Donc ça fait 18 ans déjà. Vous êtes à la tête de votre propre cabinet depuis 2010 après avoir été collaboratrice. Vos activités donc sont principalement axées vers le droit pénal, le droit immobilier, le droit du travail et le droit de la famille, d'où votre présence ici. Vous êtes également mandataire, on dit, en transactions immobilières. Absolument. Voilà, donc merci d'être là, maître. Avec grand plaisir. Voilà, vous avez, vous aussi, par votre expérience, votre expertise professionnelle, eu affaire à des cas quand même assez poignants. Tout à fait, effectivement, pratiquant le droit pénal et le droit de la famille, ce sont vraiment les deux matières qui permettent d'être au contact du quotidien des personnes, des gens, et notamment des femmes qui sont victimes de ce type de violence. Et il est important donc d'être à leur côté, tant pour la réparation et leur assistance dans le cadre de la justice pénale, pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits et voir leurs préjudices réparés, autant que faire se peut, même si on ne peut pas revenir en arrière. Et sur le plan du droit de la famille aussi, les accompagner, notamment lorsque c'est fait se passe dans un cadre conjugal ou dans le cadre de la famille, trouver des solutions pour elles, pour les enfants, les hébergements d'urgence, les protections que l'on peut avoir de toute urgence. Enfin, donc les deux matières permettent d'accompagner donc ces personnes, ces victimes dans leur quotidien sur le plan juridique et judiciaire. Vous nous direz dans un instant comment cet accompagnement se fait. On se tourne vers vous, Madame Cathy Louis-Géry. Vous êtes coach certifiée en neurosciences et surtout spécialisée dans la libération des traumas sexuels. Donc, encore une fois, merci d'être là et d'accepter de faire ce deuxième volet. Il était impérieux, ce deuxième volet, parce qu'en fait, nous n'avions pas, lors de ce premier volet de l'épisode de la semaine dernière, abordé toutes les problématiques qui touchent les traumatismes sexuels en général. Alors, vos clientes, quand elles viennent vers vous, qu'est-ce qu'elles vous disent par rapport à ce passé lourd?
Ben justement, elles avaient l'impression d'avoir passé outre, en fait, d'avoir oublié, mais elles se rendent compte que le trauma a encore une influence sur leur vie aujourd'hui et qu'il agit sur tous les domaines de vie. Parce que l'être humain, les premières croyances qu'il a, notamment quand il est enfant, c'est le monde est bienveillant, mon monde a du sens et j'ai de la valeur. Et à partir du moment où il y a un trauma sexuel, on voit que ces domaines, ces croyances vont être atteintes, ce qui va générer d'autres types de croyances et qui va générer des comportements répétitifs qui font que les personnes se retrouvent avec une baisse d'estime d'elles-mêmes, une culpabilité, une honte et un sentiment d'insécurité. Alors, on va se tourner vers vous, Maître Chantal Honoré, de manière à bien éclairer nos téléspectateurs. Qu'est-ce que l'inceste, juridiquement parlant, et le viol conjugal également? J'aimerais que vous nous expliquiez et que vous donniez le déterminisme même, la signification de ces deux mots-là. Alors, donc, l'inceste consiste à qualifier donc, les relations intimes, sexuelles, entre donc, des personnes de la même famille, mais pas à n'importe quel degré, puisque la loi donc, le réduit aux relations entre. On parle d'ascendants et de descendants, c'est-à-dire les parents vis-à-vis de leurs enfants, les fratries, frères et sœurs. Et donc on est vraiment dans ce cadre-là, donc les grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants. Donc on ne va pas parler d'inceste lorsqu'on a un degré de famille plus éloigné, donc cousin au 2e degré, 3e degré. On n'est pas dans la relation incestueuse. Donc après, elle sera pénalisée à partir du moment où il y aura une relation qui ne sera pas consentie. Parce qu'il peut y avoir parfois des relations qui peuvent être incestueuses, mais qui ne découlent pas d'un acte de violence qui heurterait le consentement de l'autre. On a parfois des choses qui peuvent heurter la morale, heurter le sens des choses, qui sont qualifiées d'inceste, mais qui ne sont pas pénalisées. Ce n'est pas une infraction parce que 2 adultes consentants ont décidé d'avoir certaines actions. On parle d'adultes consentants majeurs. Maintenant, effectivement, c'est la qualification. Alors que le viol, de fait, ne pourra pas être consenti. C'est antinomique, par définition, consiste à bafouer le consentement de l'autre en lui imposant donc une relation sexuelle, donc un acte de pénétration. Tout comme l'agression sexuelle va exclure la pénétration, mais il y aura aussi absence de consentement, quand bien même il n'y aura pas de pénétration, mais nous serons dans les actes sexuels. Et donc le viol intraconjugal, puisqu'il constitue également un crime. Ce n'est pas parce qu'on est unis par les liens du mariage ou que nous sommes ensemble dans le cadre d'un concubinage, même peu ancien ou qu'il serait plus, qu'il n'y aurait pas forcément absence de consentement. Il n'y a pas une présomption de consentement parce qu'on est marié ou parce qu'on est en concubinage. À partir du moment où on a imposé à l'autre une relation à laquelle elle n'a pas consenti, il y aura ce viol à l'intérieur même du cadre conjugal ou de concubinage. C'est ça. Alors, en préparant cette émission avec vous et notamment avec les différents survivants qui nous ont contactés et qui ne sont pas présents sur le plateau, ce mot beau-père revient très souvent. Et vous parliez tout à l'heure de degré de famille, de lien d'affiliation avec les victimes. Est-ce qu'un beau-père, et notamment comme c'est le cas de Fallon ici, est-ce qu'un beau-père qui abuserait de sa belle-fille, c'est également un inceste, aux yeux de la loi? Ce sera surtout un viol commis par un ascendant. Donc le fait que ce soit le beau-père, c'est une circonstance aggravante. Une circonstance aggravante dans la mesure où le beau-père est une personne ayant autorité. Donc c'est une circonstance qui est visée par la loi comme étant une circonstance qui aggrave l'infraction, qui aggrave le crime en question, parce que le beau-père a une autorité. C'est l'époux, le compagnon de la mère, et donc il a aussi une autorité sur l'enfant, l'adolescent, qu'il a sous son toit ou qu'il fréquente d'une manière ou d'une autre. Donc ce sera par personne ayant autorité et donc une certaine ascendance. Et donc dans la mesure où c'est le cas, l'acte qu'il va commettre sera d'autant plus grave que s'il avait été commis par un parfait étranger. C'est ça. Alors, pour rester justement en lien sur ce focus que nous faisons particulièrement sur le viol conjugal et l'inceste commis par des proches, le viol conjugal, en en parlant avec des personnes autour de moi en préparation de cette émission également, il y a eu un fou rire quand j'ai parlé de viol conjugal. Et en face de moi, un homme qui en rigolait en disant « mais c'est Marie ». C'est pas un viol, c'est Marie. Alors, est-ce que dans la défense, quand vos clientes en l'occurrence, viennent vers vous, est-ce que vous entendez souvent ces hommes se défendre en disant « mais c'est madame moi, m'a pas violé, c'est madame moi ». Alors, non seulement on l'entend souvent, mais les femmes ont du mal des fois à se dire qu'il s'agit dans l'absolu d'un viol. Du point de vue de la victime, la femme mariée ou en concubinage aura d'autant plus de difficultés à libérer la parole qu'une autre dans la mesure où elle sait
précisément qu'elle va se heurter à ce genre de réponse Mhm. et qu'on est dans un cadre, et à tort, donc je ne sais pas si c'est culturel, mais au-delà même de la culture, il y a déjà même le cadre du mariage qui, dans sa définition, inclut une notion qui pose problème, celle du devoir conjugal. Et donc, pour ma part, je ne suis pas trop en accord avec cette qualification. La relation intime qui découle de ce que deux personnes s'aiment et décident de vivre leur vie ensemble ne doit pas être qualifiée de devoir, à mon sens. On fait des devoirs d'école, on a des devoirs, voilà, donc dans le cadre de sa vie courante, mais la relation n'est pas un devoir. Et pourtant, elle a été qualifiée comme telle par la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions qui peuvent être rendues. Et c'est vrai que cette terminologie fait que, comme c'est le devoir conjugal, s'il y a un acte, une relation dans ce cadre-là, comment ça pourrait être un viol alors que c'est le devoir conjugal? C'est vrai que souvent, dans la tête et dans l'esprit des personnes, on se dit, il y a une présomption de consentement. Tu es présumée être consentante puisque tu es mon épouse, tu es ma femme, tu es ma compagne, donc tu ne peux pas ne pas être consentante. En réalité, il faut combattre cette présomption-là. Et pour le coup, cette émission tombe à brûle pour point puisque il n'y a pas plus de 10 jours, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. A condamné la France parce que la Cour de cassation, qui est quand même notre plus haute juridiction, quand on passe au premier degré, on fait appel, et là, on est vraiment sur la juridiction qui dit le droit, avait entériné la position de juge qui disait, effectivement, il y a un divorce pour faute au tort exclusive de l'épouse parce qu'elle ne remplit pas son devoir conjugal. Elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et ça fait écho à une contradiction consistant à se dire c'est une faute au mariage, et en même temps on reconnaît le viol conjugal. Donc effectivement, ça a été le moyen de remettre un peu les pendules à l'heure sur ce point et de revenir sur ce thème. Donc non, c'est madame moins, c'est compagne moins, mais il n'y a pas de présomption de consentement. Bien évidemment, même dans le cadre du mariage et de la relation, on doit s'enquérir de ce que chacun des partenaires ait envie d'avoir cette relation à un moment T et de telle manière. Et vous arrivez à prouver qu'il y a eu justement une obligation, une contrainte à l'acte sexuel? C'est vrai qu'on peut le prouver. Oui, donc ceci pour nos téléspectatrices tout à qui fait, sont là parce qu'on se peut-être dit, alors il n'y a concernées. pas de caméra dans la chambre forcément, Voilà. comment expliquer qu'on n'a pas donné son consentement? La preuve se fait soit par le biais médical, puisque lorsqu'on est dans le cadre de tel type d'infraction, s'il y a eu quand même une relation avec quand même des actes violents ou un peu musclés, l'expert gynécologue notamment pourra indiquer quand même s'il y a des traces de lésions qui permettent de remettre en cause le consentement. Mais il y a aussi les signes qui démontrent quand même qu'il y a un traumatisme, les signes du traumatisme qui sont évalués. La preuve ne se fait pas simplement par des éléments matériels, puisqu'on peut tout à fait violer sans qu'il y ait de traces visibles médicales, mais l'état traumatique de la victime, la crédibilité de sa parole lorsqu'elle sera entendue. Il y a des experts qui sont là pour évaluer quand même la crédibilité de la parole et le retentissement psychologique des actes qui font foi et qui seront établis par des experts et qui pourront démontrer qu'il y a eu absence de consentement et viol dans ce cadre-là. Et je dirais même, non seulement absence de consentement, mais de consentement sur la manière dont le rapport va se dérouler. Et là, on est vraiment encore plus dans le détail. La femme, l'épouse peut être consentante sur une relation qui se passera dans tel cadre et de telle manière, mais elle peut ne pas être consentante pour tous les actes dans le cadre de rapport. Et là également, il y aura viol. Donc, on va également dans le détail, dans la manière dont ça va se passer. D'accord, très bien. Alors, Savannah, nous nous tournons vers vous, puisque vous êtes justement notre témoin. Vous le savez, vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, ce témoignage poignant de Savannah la semaine dernière. Est-ce que vous accepteriez de nous, en quelques mots, courtement, raconter de nouveau l'expérience malheureuse que vous avez vécue? Oui, beaucoup plus jeune, dans une relation longue. J'ai vécu avec quelqu'un qui, lorsque je dormais, avait des actes sexuels sans que je ne sois consentant, puisque j'étais endormi. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il s'agissait de viol. Alors, le plus tard, c'est quand vous dites ce n'est que plus tard, quelques années, vous avez subi... Beaucoup d'années plus tard, je n'étais même plus avec cette personne, le temps que je comprenne que c'est ce qui s'était passé à ces moments-là, à ces moments-là, parce que ça s'est produit à plusieurs reprises, ces événements ont conditionné qui j'étais en fait. Et oui, c'est beaucoup plus tard que je l'ai compris. Alors, quand vous dites ces événements ont conditionné qui j'étais, alors je me pose la question de savoir, quand on parle, la sémantique, on est dans la sémantique ici, quand on parle de ce que vous avez vécu et qu'on se réfère à vous, est-ce que vous préférez le terme victime ou le terme survivant, survivante en l'occurrence, parce qu'il y a une différence entre les deux? J'irai même plus loin. Alors, je ne m'estime pas victime,
parce que j'ai eu ce parcours de guérison, de cheminement vers moi. Je l'ai été, il y a eu un événement, mais j'ai surmonté ces traumas qu'ont généré ces événements. Survivante, certainement, ce qui rejoint un petit peu plus ce que je suis aujourd'hui, mais par-dessus tout, guéri. Je l'ai vécu, certes, mais je suis sorti de la victimisation, je suis sorti de là. D'accord. Alors, Madame Luigeri, quand on parle, Savannah dit à l'instant qu'elle est sortie de cette victimisation, ça veut dire que pendant quand même un petit moment, elle y était. Est-ce que la notion du déni, comment vous arrivez à faire sortir vos clientes de cette notion de déni? Mais ça va dépendre en fait parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de souvenir de ce qu'elles ont vécu, mais elles ont le sentiment d'avoir eu un trauma. Donc c'est parce qu'il y a une très grosse terreur et quand en fait le système nerveux se trouve dans une très grande peur, il va se dissocier. Donc la personne va se dissocier. Ça veut dire en fait elle va se couper de ses émotions, elle peut se couper de son corps. Et là, dans l'exemple de Savannah, quand elle dit il abusait de moi quand je dormais, donc je pense que les gens qui n'ont jamais été confrontés à ça ou qui entendent cette information pour la première fois se disent mais comment c'est possible quand tu dors, quelqu'un te touche, tu le sens à un moment donné, surtout quand il y a une pénétration. Et bien justement, comme lorsqu'on vit une agression qui est très forte, ça va produire un tel cocktail dans notre cerveau avec un maximum d'hormones comme du cortisol, et c'est tellement fort que pour ne pas mourir de ce cocktail, on va dire, d'hormones, notre système nerveux, on va dire, en tout cas au niveau du cortex préfrontal, c'est-à-dire une zone du cerveau, il va se désengager. Donc on va se couper de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont l'impression parfois de flotter au-dessus d'elles-mêmes, comme si c'est quelqu'un d'autre qui vit cela. Est-ce qu'on appelle ça la dissociation? C'est de la dissociation. Voilà, c'est de la dissociation. Il y a certaines personnes qui vont... donc, on parle aussi de sidération. Il y a plusieurs types de dissociation, parce qu'il y a des personnes qui vont se figer pendant un moment, et dès qu'elles vont sortir de l'événement traumatique, elles vont pouvoir reprendre leur vie. Et il y en a d'autres, justement, qui vont se dissocier et qui vont rester un bon moment dedans. C'est pour ça que ça va entraîner des dépressions, parfois chez certaines personnes des pensées de suicide, parce que quand le système nerveux est dans cet état de dissociation, c'est comme s'il se prépare à mourir. C'est ce qu'on appelle la mort feinte. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est très particulier. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir de la dissociation? Il faut revenir à son émotion, il faut revenir à ce qui n'a pas pu être évacué. Parce que quand on a un trauma, si vous voulez, on n'a pas pu aller au bout de la réponse de stress. À un moment donné, on a voulu fuir, on a voulu se battre et on n'a pas pu. Et quand le système ne peut plus combattre, c'est comme si en fait il y a une espèce de disjonction qui s'opère et là il se dissocie. Et donc ça va être de revenir non seulement à l'émotion qui était enfouie, parce que l'émotion est toujours présente. Parce qu'une émotion, si vous voulez, c'est quelque chose de biologique, physiologique. Donc il va falloir revenir à cette émotion. Donc le travail thérapeutique permet de voir quelles sont les émotions qui ont été enfouies. Et le travail thérapeutique aussi permet à travers, parce qu'on revient au corps, comme l'émotion est dans le corps, on ne se contente pas que de parler avec la personne, parce qu'on n'est pas que sur une guérison psychologique, on est sur une guérison physiologique. Parce que tant qu'on ne s'occupe que du psychologique, le corps est toujours dans une réponse de stress, il est toujours en survie et il n'a pas ce sentiment de sécurité. C'est pour ça... Voilà. Allez-y. Oui, c'est pour ça qu'on aura beau parler de voilà, j'ai vécu ça, je ne comprends pas pourquoi je ressens encore ça. C'est parce que le corps, en fait, il vit toujours l'événement. En fait, il est toujours. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que ce sont les raisons, Savannah et enfin à toutes les quatre, hein, mesdames, est-ce que ce que vous venez d'expliquer, d'exposer, est-ce que ce sont les raisons qui justifient le fait que les victimes prennent autant de temps pour dénoncer? Ça prend des années, voire des décennies pour certaines personnes, pour dénoncer leur bourreau. Alors, ça peut être lié, mais ça peut être lié aussi à un manque d'estime de soi, une honte, parce que il faut savoir aussi que quand on vit des agressions sexuelles, ça va générer, comme je l'ai dit, un certain nombre d'hormones. Par exemple, le système nerveux va développer comme des opioïdes dans le corps, en fait, qui sont créés à l'intérieur de nous parce que quand on vit une violence sexuelle, ça peut être très douloureux. Et donc, vivre cette douleur, surtout quand c'est répétitif, dans le cas d'inceste, comme c'était le cas de Fallon, c'est quelque chose de très douloureux. Donc le corps va développer un certain nombre d'hormones pour pouvoir supporter la douleur. Et donc ça fait que on va prendre du temps à se rendre compte qu'on est en insécurité. D'accord. Vous vouliez intervenir, Savannah? Oui, moi, je sais que le corps s'en souvient. C'est-à-dire que même quand je n'étais plus avec cette personne, je n'aimais plus aller dormir. C'était devenu quelque chose de très grave. Et il m'est même arrivé, en m'endormant, d'avoir cette sensation d'être pénétré, de sentir quelqu'un qui
Alors, je sais que dans tout ce qui est un peu légende urbaine, on va parler de Marie de nuit, mais non, en fait, De mon corps, Dorlis. voilà, mon corps s'est Oui, on en a souvenu parlé ici d'ailleurs. qu'il y avait quelque chose de pas réglé à ce niveau-là. Et ben, toujours dans le déni, toujours à me dire, mais non, tu dois l'accepter, c'était quelque chose de normal, c'était ton compagnon. Eh bien, on finit par faire abstraction on enfouit ces événements-là et on se dit, ça va passer. Mais en fait, non, ça va pas passer parce que ça conditionne beaucoup de, de, de notre fonctionnement quotidien. D'accord. Alors, ce traumatisme que Savannah a connu, Fallon, vous l'avez connu différemment Oui, également. complètement différemment. C'est-à-dire que moi, à mes 16 ans, quand j'en ai parlé et qu'on m'en a pas cru, je suis retournée chez ma mère, j'ai fait comme si de rien n'était. Et je suis partie à 20 ans. Je suis tombée enceinte de mon fils à 22 ans. Et à 22 ans, j'ai commencé à me sentir mal. Alors, je ne comprenais pas, je n'ai pas préparé l'arrivée du bébé, c'était papa qui faisait tout. J'ai accouché, je suis restée une semaine à la maternité parce que je me sentais pas bien. On disait que j'avais des problèmes de tension. Et en fait, j'avais peur qu'on me prenne mon enfant, j'avais peur de le laisser tout seul. Il dormait à côté de moi, je pouvais pas m'en séparer. Et même en rentrant à la maison, en fait, j'avais peur de le laisser dormir seul dans sa chambre. Alors le père de mes enfants, il me demandait qu'est-ce que j'avais, c'était quoi mon problème et tout ça. En fait, il le voyait pas. Il ne le voyait pas parce que c'était en moi. Je ne savais pas ce que j'avais exactement. Même moi, je ne comprenais pas ce que j'avais. Et pour moi, c'était normal, en fait. Donc, mon fils, il dormait à côté de moi. Et jusqu'au jour où je suis partie en France et que j'ai pu voir une psychologue. Et puis, j'ai pu comprendre le problème que j'avais. Parce que j'ai compris qu'à ce moment-là, quel était le problème, pourquoi je laissais mon fils dormir à côté de moi, en fait, le soir. Parce que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Je me demandais, mais en fait, c'est pas normal. Je me disais, mais c'est pas normal. Parce que, ok, il est petit au début, tu as envie de le mettre à côté de toi, c'est compréhensible. Mais à partir d'un certain moment, il y a quelque chose qui va pas chez toi. Donc, j'ai vu le psychologue et puis c'est vers la fin de nos entretiens, c'est-à-dire après 15 séances, que j'ai pu mettre le mot sur le viol. Et quand je lui en ai parlé, quand je lui ai expliqué, il a pu comprendre que oui, c'était vraiment grave ce qui s'était passé. Et en fait, quelques jours après cette délivrance, je dis délivrance par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai pu dire aussi, bah, j'ai commencé à faire des crises d'urticaire, ce que je n'avais jamais fait dans ma vie. Des grosses crises de stress, des grosses crises de panique aussi. Et en fait, par la suite, j'en ai commencé à parler autour de moi. J'en avais déjà parlé autour de moi avant, j'avais mis sous scellé, c'est-à-dire, et j'ai gardé en moi pendant plus de 5 ans, quoi. Et à partir du moment où vous avez exprimé votre souffrance, vous avez verbalisé, oralisé ce que vous ressentiez intérieurement et ce que vous aviez vécu, est-ce que vous l'avez certainement partagé au père de vos enfants, Oui. etc. Est-ce que vous avez ressenti un mieux-être Comment est-ce que Eh bien, c'était ce rapport compliqué. avec le C'était secret compliqué parce que dévoilé en l'occurrence? oui, c'était compliqué parce que je m'en voulais, j'en voulais à tout le monde. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me rongeait, mais de l'intérieur. En fait, j'ai l'impression d'être malade de l'intérieur. Alors, c'est-à-dire que j'avais mal, une douleur éprouvante, mais vraiment, je souffrais vraiment, franchement. Je ne sais pas comment expliquer cette douleur-là, mais ça me faisait mal. J'étais souvent couchée, je me posais des questions, je me demandais pourquoi ça m'était arrivé, pourquoi j'avais rien dit en fait. Je m'en voulais parce que là, j'étais si petite, elle était gamine en fait et elle disait rien. Elle disait rien et puis je dirais pas soutirer parce que c'est pardon, excusez-moi, c'est pas le mot, mais Vous subissiez. voilà, je subissais, pardon, et en fait, cet homme-là, il vivait toujours là. Donc je faisais comme si de rien n'était. Ça a été normalisé. Alors justement, Cécile, vous nous direz si vous êtes d'accord avec ce que je m'apprête à exposer. Chère Zitata, je me suis renseignée sur l'inceste et surtout les conséquences possibles sur le plan physique de cet acte abominable et criminel réellement sur la santé physique. Donc une étude qui s'appelle l'étude ACE expose en termes de pourcentage la réaction, les traumatismes que laisse ce crime sur certaines femmes. Quelques chiffres, 98% d'entre elles sont en dépression.
je vais dire entre eux, hein, parce que nous savons que les femmes ne sont pas les seules à subir l'inceste. Donc 98% sont en dépression, 85% ressentent des douleurs dites chroniques, donc mal au dos, des migraines, etc. 55% développent un comportement à risque, donc c'est addiction, alcool, drogue, etc. 73% ont des troubles compulsifs alimentaires. Voilà, 93%, vous voyez qu'à chaque fois, on est au-delà des 50%. 93% ont peur de l'autre. Ça rejoint ce que disait Savannah tout à l'heure. 94% d'entre eux ont des troubles affectifs et sexuels, donc ça peut être l'hypersexualité dont on parlait la semaine dernière. 86%, pour finir, ont des pulsions suicidaires. Est-ce que vous vous reconnaissez dans tous ces chiffrages-là, tous ces pourcentages? Oui, dans la dépression, dans ce que vous venez de dire, le suicide, dans les douleurs chroniques, dans tout, en fait, dans la peur de l'autre. C'est-à-dire que j'avais même peur que le père de mes enfants s'occupe de son fils, quoi. J'avais même peur de l'entourage, en fait. J'avais peur de laisser mon enfant chez l'entourage. J'étais inséparable avec mon fils. Et en fait, je me dis que j'ai pas vécu ma grossesse comme une femme normale. C'est-à-dire que j'ai pas vécu ma grossesse comme quelqu'un qui n'aurait pas vécu ce traumatisme. Parce que c'est vraiment imposant dans une vie. Et c'est vraiment troublant, en fait. Ça trouble sur sa propre identité, en fait. C'est ça. Et je me tourne vers Madame Lugeri. Tous les chiffres que nous venons d'exposer prouvent et le disent haut et fort. Un enfant très jeune, quel que soit son âge, qui subit un tel traumatisme, c'est un enfant dont le destin, la destinée est totalement éradiquée, on peut le dire comme ça. Et c'est une nouvelle personne qui se construit et qui se construit différemment. Donc, excusez-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos ? Alors oui, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que l'enfant, s'il reste dans cet environnement toxique, effectivement, il va devenir un adulte qui aura un manque d'estime de lui, qui aura honte, qui aura peur, qui sera tout le temps en insécurité, en hypervigilance. Et comme l'a dit tout à l'heure Fallon, elle disait qu'elle avait même peur de laisser son bébé avec son compagnon. Effectivement, il y a une étude qui a été faite sur les femmes qui avaient vécu justement un inceste. À un moment donné, quand l'enfant naît, souvent justement le trauma se réveille à ce moment-là, au moment de l'accouchement, et la maman ne prend pas son enfant dans les bras, enfin, elle ne s'en occupe pas. C'est parce qu'en fait, c'est lié à une peur, justement, à toutes les peurs qui ressurgissent. Au moment où l'enfant est là, finalement, on se dit, ce petit être, si c'est un garçon, il peut devenir un potentiel violeur. Si c'est une fille aussi, elle peut se faire agresser. Alors, bien entendu, les deux peuvent agresser, que ce soit les femmes ou les hommes. Mais en tout cas, cette étude montre que la femme, à ce moment-là, cette peur se manifeste par « je ne peux pas m'occuper de mon enfant », en fait, tout simplement, parce que je n'arrive pas à m'occuper de moi-même, je n'ai pas pu me protéger moi-même. Donc oui, ces chiffres sont alarmants, mais en même temps, vous avez décrit le profil même d'une victime. Et par rapport à la question que vous posiez, à partir du moment où l'enfant change d'environnement et qu'on le met en sécurité, là, ça peut changer parce que le cerveau évolue. On peut... on peut construire d'autres neurones, donc c'est pas quelque chose d'irréversible. À partir du moment où on a un trauma, la tendance peut s'inverser tout simplement. D'accord. Donc, je me tourne vers Savannah, suite à ce que vous venez de dire. Savannah, vous dites « je ne suis plus une victime ». Êtes-vous donc une survivante heureuse? Est-ce que ça existe, des survivants heureux? Alors, dans vos chiffres, je n'ai pas entendu en colère, et je suis quasi certaine que 100% On est d'accord, en colère. bien sûr. Alors, ça peut s'exprimer de différentes façons, soit par une colère très explosive, on est toujours en colère de façon agressive, soit de façon passive et introvertie, on refoule sa colère. Mais j'étais tout le temps en colère, j'étais tout le temps agressive, ça m'épuisait. Donc, quand j'étais vraiment épuisé parce que j'étais toute la journée sur la défensive, eh bien, j'avais envie de ne plus vivre, j'étais fatigué de vivre. Eh bien, aujourd'hui, libéré de ce trauma, eh bien, je n'ai plus de colère. J'étais la personne qui vraiment invectivait en voiture. C'était surprenant. Et ah oui, vraiment, l'agressivité au volant, c'est du jour au lendemain. Ça a disparu. Mais vraiment, ce sentiment de colère permanent, de s'en vouloir à soi-même. Et au monde entier. Et au monde entier, et surtout à ses proches, de ne pas pouvoir leur exprimer ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vécu. Cette colère s'est envolée. Et cette colère contre cette personne aussi. Tout est parti parce que j'ai fait cette démarche accompagnée. Katia Millier est là ce soir. Vraiment, ma présence, c'est pour dire, mesdames, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vivre votre vraie vie, être pleinement vous,
Et je ne suis plus en colère, j'aime dormir. C'est hyper important parce que le manque de sommeil, ça crée de l'irritabilité et plein d'autres dysfonctionnements au niveau de la santé. Mais je suis épanoui. Mon mari, je suis marié aujourd'hui, et bien il me dit, pour moi, c'était devenu lourd de toutes ces exigences que tu avais envers moi. Je ne suis plus dans la dépendance affective, je n'ai plus autant d'attentes. Donc sur ses épaules, je ne mets plus les exigences que j'avais. Et puis j'étais fatigué aussi d'être une femme forte constamment. Il y a ça aussi, de toujours vouloir surmonter la douleur, la difficulté, ce qui s'est passé. Bah, je suis sorti de ça et voilà, je suis heureuse aujourd'hui, je peux le dire. Voilà, donc vous répondez à la question. Il y a donc bel et bien, chers Zizitata, chers téléspectateurs, des survivants d'inceste et de viol conjugal ou pas, heureux. Alors je me tourne vers vous, maître, l'emprise psychologique. Comment est-ce qu'on la définit? Parce que dans le cas de Fallon ici, elle vivait encore avec son bourreau qui était l'époux de sa mère, et dans le cas de Savannah aux côtés de son compagnon de l'époque, cette emprise psychologique, vous la définissez comment? Je parlerais, moi, d'une forme d'ascendance mentale, en quelque sorte, une force de l'autre consistant à ne pas permettre, à ne pas laisser à celui qui est sous cette emprise ou celle, donc la possibilité de s'exprimer, de réagir. Donc cette emprise, elle peut être exercée tant à l'égard de la victime qu'à l'égard de l'environnement de la victime, parce que souvent on se dit, bon, certes, il y a la victime qui est un enfant, donc ce n'est pas difficile d'être sous l'emprise d'un ascendant, c'est pour ça qu'on parle de personne ascendante, c'est-à-dire qu'il y a une autorité morale. L'enfant, il y a l'autorité de l'adulte, et cet adulte qui est censé représenter l'autorité a des actes répréhensibles. Comment réagir face à celui qu'on est censé respecter et qui a des actes qui ne sont pas, absolument pas donc dans la norme. Donc c'est normal pour un enfant d'être sous cette emprise parce qu'il est de toute manière sous cette ascendance-là. Mais il y a aussi l'environnement parfois qui est sous emprise, parce qu'on peut s'interroger sur une forme d'anesthésie, des personnes qui sont quand même témoins, qui ne sont pas des enfants mais qui sont des adultes. Oui. Le compagnon, la compagne, l'épouse, le parent, l'autre parent, où on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas cette forme d'emprise qui fait qu'on est soit dans un déni, soit on ne voit pas, soit on ne veut pas voir, et on n'a pas le courage de se dresser et d'être dans le rôle de protection que l'on doit avoir avant, envers et contre tout. Donc cette emprise, c'est cette ascendance-là qui fait que on est sous cloche parce que effectivement il y a cette puissance mentale face à laquelle on a du mal à réagir par rapport à son conditionnement lorsqu'on est la victime directe. Et il faut peut-être sortir, lorsqu'on est extrait de cet environnement-là, la parole se libère enfin, ou lorsqu'on trouve une sécurité ou quelqu'un à qui parler en dehors du cadre, donc quelqu'un qui pourrait être en mesure d'entendre, et quand on sort de là. Exactement, justement, c'était ma question suivante. Est-ce que le médecin, l'enseignante, dans l'entourage d'un enfant qui subit un inceste à la maison, est-ce que, évidemment, il a des devoirs, mais comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Est-ce que si nous avons des téléspectateurs, parmi nos téléspectateurs, qui savent ou qui ont des doutes sur un enfant, comment est-ce qu'on s'y prend, maître? C'est cela. Alors l'enfant donc peut trouver des personnes ressources dans son environnement, en dehors du lieu où il est victime. L'enfant, l'adolescent, le jeune, donc soit dans la sphère scolaire où il y a des professionnels quand même. Ça peut même être un camarade, une copine, un copain, voilà, proche à qui on va pouvoir se confier. Donc un adulte dans n'importe quel autre cadre, que la personne va pouvoir se dire qu'elle peut se confier, la parole peut se libérer l'instant de quelque temps auprès de personnes qui impérativement doivent justement porter cette parole et peut-être faire ce que la victime directe n'a pas la force de faire, c'est-à-dire le faire savoir. Comment porter plainte? Parce qu'on ne peut pas cautionner ce genre d'acte, effectivement, le savoir et ne pas le dénoncer, c'est être complice d'une chose. Quand un enfant vient se confier, voilà, il n'y a pas de crédibilité de la parole à remettre, il n'y a pas de se dire, bon, on ne va pas faire de vagues, c'est la famille, ça peut être une tante, bon, on ne va pas non plus faire des histoires, etc. Et maître, je vous interromps, juste pour vous citer un adage qui a été d'ailleurs dit parmi nous la semaine dernière à l'issue de notre émission. Est-ce que quelque part, on n'a pas normalisé chez nous, dans notre société martiniquaise, l'inceste, notamment avec des adages, des proverbes tels que « nous pas qu'à nourrir cheval pour officier monter ». Est-ce que quelque part, il n'y a pas une normalisation qui fait qu'on se tait, on ne parle pas, on ne dit pas, ça reste en famille, les problèmes restent en famille? Reste en famille déjà, donc il y a le lynchage se lave en famille d'une part, et puis nous pas qu'à nourrir cheval, dans la mesure où c'est ma famille, c'est ma propriété, j'exerce, je te nourris, donc aussi bien pour le viol conjugal comme l'inceste. Alors
ça. Donc, évidemment, donc le soin, l'obligation de soin est une obligation, ça fait partie des devoirs du parent. Le parent doit alimenter, l'enfant n'a pas demandé à être là, donc on met au monde des enfants, on doit s'en occuper. Ça donne pas le droit d'en abuser, d'en disposer comme on le souhaite, tant physiquement que mentalement. Je veux dire, il faut respecter l'entité, la personne qu'est l'enfant. Et donc, évidemment, ce n'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Et le linge sale se lave en famille. Donc, c'est une chose de régler des problèmes de nature financière, des problèmes de relations, en disant on va pas laisser s'étaler, un problème de voisinage, famille en indivision. Bon, allez, on va pas aller en procès forcément, on va s'arranger, on va faire une division, on va s'arranger sur les limites de propriété parce qu'on va laver le linge sale en famille. Ça, oui, dans ce cadre-là, on peut laver le linge sale en famille. Mais ne pas dénoncer un crime est une infraction. Celui qui ne dénonce pas, non seulement moralement, il est fautif, mais il est aussi auteur d'une autre infraction, celle de la non-dénonciation de crime, de la non-assistance à une personne en danger, lorsque l'on sait qu'une personne vulnérable vient se confier à vous. Donc, il faut signaler. On peut se dire, on ne sait jamais, est-ce que c'est vrai? Non, il faut y aller. Quand un enfant signale ou lorsque l'on voit les choses, il y a des signes qui ne trompent pas, qui interpellent, il faut creuser. Voilà. Donc, effectivement, on peut voir un enfant qui va changer de comportement, qui sera renfermé sur lui-même, qui aura peut-être des stigmates physiques, de signes de violence, qui aura des attitudes, des mots qui laisseraient penser qu'il y a quelque chose. J'ai entendu, il y a eu des affaires, par exemple, où il y a un membre de la famille qui recueille un enfant et qui se rend compte qu'il y a des saignements, des signes d'un point de vue gynécologique qu'une petite fille ne doit pas avoir. Ce n'est pas normal et qui immédiatement l'a emmené à la maison de la femme de la mère et de l'enfant. Et dans ce cadre-là, il a été établi des violences sexuelles claires. Donc, il y a quand même des éléments qui permettent à un membre de la famille ou quelqu'un d'aller tout de suite lorsqu'il s'agit donc de choses que l'on constate physiquement, d'aller voir le médecin, d'aller donc déposer, et également lorsque on a quelqu'un qui vient vous confier les choses, à ce moment-là d'interpeller, d'aller vers les assistantes sociales, d'interpeller et d'aller déposer plainte, d'amener, déposer, s'exprimer auprès de services de gendarmerie ou de police pour pouvoir exposer, pour que l'enquête puisse enfin démarrer. C'est ça. Alors justement, Fallon, vous avez porté plainte. Ah oui, moi j'ai pas laissé le linge sale en famille, hein, pas du tout. Moi justement, j'ai décidé de parler parce que c'est ça qui m'a libérée en fait. Et comment dire ça, lorsque je suis partie au commissariat, j'ai été accueillie par une femme qui m'a écoutée, qui m'a rassurée, qui a su me dire que tout ce que j'avais dit, elle y croyait, parce que en fait, mon témoignage, c'est le témoignage de quelqu'un qui a subi quelque chose. C'est pas le témoignage de quelqu'un qui a inventé quelque chose, c'est quelque chose que j'ai subi. Et donc du coup, il y a la plainte qui est en cours, c'est toujours en cours, donc j'attends. Et je me dis que c'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être pour ça aussi que les femmes ne vont pas porter plainte, parce que ça prend du temps, parce qu'après on est jugé et on voit pas souvent la justice, mais il faut le faire parce que ça libère. Madame Cathy Amélie Luigeri, justement, j'ai cette question qui me vient concernant le profil des personnes qui commettent ce type de crime-là. Est-ce qu'il y a un profil particulier? Parce que souvent, on a tendance, pour que vous compreniez ma question, j'éclaire le point précis. Est-ce que les pauvres ou ce qu'on qualifie de pauvres ou je ne sais trop quoi, il y a seulement que dans ce milieu-là qu'on trouve des personnes qui commettent ce type de crime? Oui ou non? Alors, pas du tout. Quand j'entends les personnes qui viennent à moi, il y a tout type de profil, que ce soit de n'importe quel milieu social. Et j'ai envie de dire, il y a autant de profils qu'il y a d'agresseurs, finalement. Parce qu'on pourrait se dire, ce sont des hommes, par exemple, qui ont peu d'éducation, qui sont pauvres, qui ne savent pas gérer leurs émotions. Mais on les trouve dans tous les milieux, que ce soit les milieux religieux, les milieux politiques. Il y a eu déjà des choses. Les sphères élevées, etc., même les accompagnants au niveau de la santé. Parce que parfois, ce type d'agresseurs se cache dans des métiers altruistes, dits altruistes et empathiques, pour pouvoir abuser de leurs victimes. Donc, ça va être des pasteurs, ça va être des psychologues, ça peut être des médecins, des infirmiers. Et puis, comme on le voit finalement, une femme, la plupart du temps, elle va être agressée par quelqu'un qu'elle connaît, alors qu'un homme va être agressé par quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc, quand on regarde les chiffres, généralement, une femme est agressée dans son cadre personnel. Donc, les personnes qu'elle connaît, ce sont ses parents, ce sont ses oncles, ce sont ses amis. Donc, ça peut être tout type d'agresseurs, et sachant que ces personnes-là,
elles appartiennent à tout milieu, en fait. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va être plus agressé qu'une autre. Et puis aussi, il faut sortir du cliché de je me fais agresser par l'inconnu dans la rue qui me saute dessus. Ça, c'est une situation qui arrive beaucoup plus rarement. Et les crimes qui se voient le plus, enfin, qui sont le plus visibles, ce sont vraiment des incestes et les viols Les conjugaux. plus répandus, tout à fait. En termes de violences sexuelles, ça a été prouvé. Maître? Oui, c'est vrai que quand on parle de profil, il y a aussi un élément qu'on le retrouve souvent, en tout cas de mon expérience dans les dossiers, mais je crois que c'est vraiment c'est le phénomène de répétition. Oui. Alors, ce n'est pas un blanc-seing, ce n'est pas pour justifier, attention. Nous sommes là pour expliquer, pour essayer de comprendre. Dans ce type de personnes, on retrouve aussi des anciennes victimes qui deviennent auteurs. C'est-à-dire des personnes qui elles-mêmes ont été confrontées à la sexualité de façon déviante, soit par viol, donc dans le cadre incestueux, et qui inconsciemment ont intégré la sexualité à cet acte déviant et vont le reproduire. Et ça s'explique, les psychiatres, les psychologues l'expliquent souvent. Donc on peut le retrouver, tout comme il y a aussi des profils de victimes, c'est-à-dire on se dit mais pourquoi on retrouve comme systématiquement des personnes, des victimes avec des caractéristiques communes? Est-ce qu'on a une pancarte écrite victime potentielle ou pas? Il y a des attitudes peut-être par rapport à son environnement qui font que le prédateur va repérer telle personne potentiellement lorsqu'on n'est pas forcément dans le cadre familial, mais il peut y avoir ces profils parce qu'on reproduit l'attitude que l'on peut avoir vue de sa mère, de sa grand-mère, et il y a aussi cela qu'on peut retrouver, c'est vraiment le constat que l'on peut faire parfois. C'est ça. Très bien. Oh, chers téléspectateurs, beaucoup d'émotions dans cette émission. Nous allons passer à la tribune digitale, une tribune digitale qui sera un petit peu particulière. On y revient dans 2 secondes. Lors de la préparation de cette émission, nous avons reçu des témoignages vraiment bouleversants. Et parmi ces témoignages, nous avons reçu des audios, nous avons reçu des écrits, nous avons échangé et également avec beaucoup de personnes qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu par peur des personnes qui sont encore là dans leur entourage et qui ont été les auteurs de ces crimes-là. Par conséquent, cette dame que je remercie a choisi d'envoyer un audio sous forme évidemment anonyme, de manière à ce que nous ne reconnaissions pas sa voix. Elle sera forcément modifiée par notre technique que nous remercions. Et je vous laisse, il n'y a pas de mots, je vous laisse simplement écouter les quelques premières minutes. Cet oncle qui était chéri, qui était aimé de la famille, c'est lui qui faisait rire tout le monde. C'était cet oncle respecté que tout le monde adorait à la maison. Cet oncle m'a fait vraiment souffrir. Cette souffrance, elle est encore en moi. Parce qu'à 8 ans, un soir, il est rentré pour la première fois dans ma chambre. Et quand il est rentré, il m'a fait chute. Parce que la porte de la chambre était fermée. Il est rentré, il a refermé derrière lui. Et il m'a fait chute. Il m'a dit, nous allons faire un petit jeu. Et ce petit jeu, il faut que tu gardes ça pour toi. Ce sera notre secret à nous. Moi, étant enfant, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est renouvelé. Je n'osais pas en parler. Je n'osais en parler à personne. Parce que pour moi, il y avait de la honte. Je me sentais blessé. Cet oncle abusait de moi à maintes reprises. Et à 15 ans, j'ai voulu en parler. J'ai voulu en parler à ma meilleure amie parce que je ne pouvais pas en parler à un membre de la famille. Parce qu'il y avait la peur de me confier, la peur de me voir maltraitée, la peur de me voir traitée de menteuse. Et ma meilleure amie de l'école, un jour, c'est vrai que moi j'ai voulu me confier à elle. Je lui ai raconté. Et malheureusement, elle m'a
Enfin, elle m'a dit que ce n'était pas si grave. Voilà. Elle m'a dit que ce n'était pas si grave. Alors j'ai gardé tout ça en moi, profondément en moi, enfoui en moi, mais avec une grande douleur. Aujourd'hui, j'essaie de me reconstruire, mais ce n'est pas facile, parce qu'en fait, à chaque fois, à chaque nuit, je revois cet oncle pénétrer dans la maison. Et maintenant, pour dormir, pour m'endormir, je suis obligé de fermer la porte de ma chambre à clé parce que il y a cette chose qui me hante, cette chose qui me fait peur, cette chose qui a détruit quelque chose en moi. Même dans des rêves, je revois cet homme, je revois ses mains, je revois son corps, cet homme qui a volé mon enfance. Je ne peux pas m'en débarrasser, je ne peux pas me débarrasser de cette chose. J'essaie petit à petit de récupérer un peu, mais ce n'est pas facile. Il y a le poids de la honte, il y a le poids du jugement, et c'est immense tout ça. Mais voilà qu'aujourd'hui, je me dis qu'il faut que je refuse de me taire. Je refuse de laisser ce silence m'envahir et de protéger ce monstre. Voilà. Mesdames, cet homme, ce monstre qui a volé mon enfance. Fallon, on pourrait dire que vous êtes aussi concerné par ces mots-là. Exactement, je me suis retrouvée dans son témoignage, la peur d'en parler, la peur d'être jugée, et puis aussi les conséquences qui arrivent après. Et je pense qu'elle devrait aller voir une psychologue pour en parler et enfin se délivrer, même si elle n'en parle pas à haute voix, ou je dirais mieux d'aller voir cet oncle qui a abusé d'elle, s'il est toujours en vie, pour pouvoir lui dire ses quatre vérités, et lui dire que maintenant, c'est une femme, et qu'elle a un droit de lui dire que ce qu'il a fait, c'était pas bien, qu'elle a un droit de lui dire que... Vous avez fait cette démarche, vous? Alors, je l'ai dit à ma mère, et ma mère, elle lui a dit, donc maintenant il est au courant, il ne m'a pas encore eu, il m'a pas encore eu de vis-à-vis, quoi. Alors, il est au courant de quoi? Parce que quand vous dites qu'il est au courant, c'est quand même surprenant. C'est Oui, lui il qui est a au commis courant. les actes. Oui, il est au courant de quoi? Il est au courant que j'ai dit, que j'ai dit qu'il a Vous abusé avez de moi. libéré la parole. Exactement. Madame Louis Djeri, en tant que thérapeute, quand vous écoutez ce témoignage, cet audio que nous venons d'entendre, comment vous réagissez? On voit que le souvenir, il est toujours vivace dans son esprit parce qu'elle le revoit encore. Donc ça veut dire qu'il y a une partie d'elle qui est psychologiquement toujours à l'époque où elle a connu tout ça. Aujourd'hui, c'est une dame, je ne sais pas de quel âge, mais en tout cas, elle est adulte. Et on voit qu'elle est toujours, elle a ce qu'on appelle des reviviscences, c'est-à-dire que le souvenir est tellement vivace parce que quand on vit une agression sexuelle, quand la mémoire n'a pas intégré le souvenir, n'a pas intégré le trauma, si vous voulez, c'est comme si on a des bouts de cette agression qui vont se réactiver à chaque fois que on va être confronté à quelque chose qui nous rappelle l'agression. Donc ça peut être une odeur, ça peut être quelque chose que l'on voit, que l'on entend, et finalement on va se retrouver dans l'état émotionnel qu'on n'a pas encore expulsé totalement. Voilà, à travers le rêve aussi, parfois, ou même le cauchemar, on peut vivre ça négativement, mais le cauchemar, c'est une façon qu'a notre système nerveux de pouvoir digérer l'événement. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais lorsqu'elle dit « j'ai du mal à me reconstruire aujourd'hui », on voit que finalement, le souvenir, il est lointain, et souvent on dit aux victimes « mais depuis le temps que c'est passé, maintenant, il faut passer à autre chose maintenant ». Mais pas du tout. Souvent, il y a prescription. Voilà. Exactement. Non, donc, il n'y a pas de prescription. Tant qu'on ressent encore au niveau de son corps, c'est-à-dire les sensations d'un point de vue émotionnel et même au niveau des croyances, parce que là, elle dit « j'ai honte ». Ça veut dire que de quoi elle a honte en fait donc je ne sais pas nécessairement, mais en tout cas, elle dit qu'elle a honte. Donc ça veut dire qu'il y a des croyances associées à ça qui font qu'elle vit toujours encore à travers ce trauma. Et donc toute sa vie est liée à ça. Parce que quand elle dit « j'essaie de me reconstruire », c'est-à-dire que ce trauma a un tel impact qu'aujourd'hui, elle ne parvient pas à vivre normalement finalement. Et que elle revoit encore les images de façon vivace. Et il faut savoir qu'à partir du moment où on guérit, donc comme elle a dit, effectivement, il faut qu'elle puisse se faire accompagner. À partir du moment où on guérit et que le souvenir est vraiment intégré dans la mémoire, petit à petit, il va devenir beaucoup moins vivace jusqu'à ce que, je ne vais pas dire qu'on l'oublie, mais ça va être quelque chose d'anecdotique. Parce que le corps ne sera plus réactivé par le trauma. Savannah, je me tourne vers vous, la délicate question du pardon.
Tout à l'heure, nous a dit Fallon tout à l'heure qu'il faut faire cette démarche et aller vers celui qui a commis cet acte et lui dire « tu n'avais pas le droit, tu m'as volé mon enfance », enfin un certain nombre de paroles. Et vous, dans le cas de figure du viol conjugal, est-ce que vous avez pensé à accorder le pardon? Est-ce que vous avez fait la démarche vers lui? Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé de façon très violente. Donc, tous les deux, on a été sommés par les autorités de ne plus se fréquenter. Parce qu'il y a eu autour de ça des actes de violence. Et on était jeunes, hein, je l'ai dit lors de la première émission, autour de ça, il y avait de la violence. C'était pas quotidien, je n'étais pas une femme battue. D'ailleurs, je pensais même que je me battais. Mais oui, oui, ce serait l'occasion d'en discuter dans un autre débat. Mais je ne c'est pas quelqu'un que c'est quelqu'un qui voulait rester dans ma vie, malgré le fait qu'on ait rompu, qui voulait garder, une relation amicale. Moi, très vite, j'ai voulu couper les ponts et je ne voyais pas l'intérêt d'une relation amicale. Donc c'est quelqu'un qui continue son chemin. Forcément, j'ai des personnes qui viennent, m'amener des échos, qui me disent que cette personne a des actes de violence avec d'autres femmes, avec, voilà. Moi-même, à mon niveau, j'ai pas cherché à aller vers cette personne pour lui dire: «Ce que tu faisais était mal, tu m'as blessé, tu m'as meurtri, j'ai été quelqu'un de différent à cause de toi». Non, j'ai pas Vous alors n'en le avez pas eu pardon, je besoin n'en ai dans pas eu votre besoin. processus de Non, dans guérison? le mien. Pour certaines personnes, je suis certaine que c'est nécessaire. Pour ma part, non, il fallait que je me pardonne surtout à moi-même. Parce qu'il peut arriver que parfois, la personne ne soit plus là. Si on était petit, que c'est quelqu'un de plus âgé, comment on peut surmonter le fait que cette personne soit décédée? Par exemple, j'étais une petite fille, c'était un grand-père, il n'est plus là. Mais malgré tout, on peut s'en sortir, malgré tout, on peut guérir parce que vraiment se pardonner, je crois que c'est d'abord la clé de sortir de cette culpabilité et de ne plus se voir comme étant un objet sexuel, en fait. Donc, Maître Chantal Hounordé, à l'instar de ce que viennent de dire Fallon et Savannah, la question qui me vient à l'esprit ici, c'est comment protéger un enfant, comment protéger son enfant quand on sait qu'il a subi quelque chose. Alors, la maman de Fallon, elle nous l'a dit lors du dernier volet, qu'elle n'a pas cherché à la protéger, bien au contraire, elle ne l'a pas forcément cru tout de suite, etc. Comment est-ce qu'on peut protéger un enfant juridiquement? Oui, On parlait de porter plainte tout à l'heure, mais au-delà de la plainte, on sait bien qu'il y a des mesures, il y a des restrictions, interdiction d'approcher à un certain nombre de mètres, etc. Mais on sait bien que beaucoup ne respectent pas ça. Ne respectent pas, c'est-à-dire que même avant le juridique, c'est vrai que de fait, comme je le disais, le parent protège son enfant, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément encadré par des règles. Il est tout naturel. On pose la question, on a la réponse en réalité de se dire que on est le parent d'un enfant, l'enfant passe avant le petit copain, le compagnon, l'époux même. L'enfant passe avant et donc quoi qu'il arrive, le parent qui a la responsabilité de l'enfant doit le protéger, le faire passer avant toute autre relation. Ça va dans l'ordre des choses et cela va de soi. Et ça, ce n'est pas négociable. Vraiment, ce n'est pas négociable. Même lorsqu'on est sous emprise, même lorsqu'on est dépendant économiquement. Et par ailleurs, la plainte, donc c'est une chose. Mais lorsque l'on sent le danger venir, parce qu'on ressent des choses, hein, on est un adulte, on sent des comportements qui peuvent être déviants, on éloigne, on coupe l'enfant de la relation. Donc, et effectivement, soi-même, il y a des mesures de protection, vous en avez parlé. Lorsqu'on est soi-même victime de violence et qu'on a l'impression que l'auteur de cette violence peut être également violent sexuellement et physiquement avec l'enfant, il y a des mesures qui permettent, notamment par le biais d'ordonnances de protection, avant même qu'il y ait un jugement qui prenne du temps, d'avoir une décision d'un juge aux affaires familiales qui dira pendant 6 mois au moins, vous ne vous approchez pas. Et on peut même avoir des dispositifs anti-danger, c'est-à-dire électroniques, qui permettent de contrôler le fait que la personne respecte cette interdiction pour ne gagner du temps et ne pas se heurter à l'écueil de longs procès. Mais naturellement, celui qui a l'autorité parentale doit protection à l'enfant. Très bien, merci Maître Chantal Hounordé. Merci à chacune d'entre vous. Nous arrivons à la fin, à l'issue de cet épisode poignant. Nous avons entendu des témoignages, vous avez entendu des témoignages bouleversants, mais vous avez aussi entendu quelque chose de très important, cher Zitata. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez être une victime aujourd'hui, mais surtout une survivante heureuse. Il est
des témoignages à partager, nous devons les dénoncer, nous devons les qualifier, nous devons faire ce qu'il faut pour protéger nos enfants et nous protéger nous-mêmes. Alors, chers Zitata, nous vous souhaitons sur ces bons mots une bonne soirée. Prenez soin de vous et prenez soin des autres également. À bientôt.